Bonjour, voilà, c'est le cours du mercredi 27 mai pour la 100DF niveau 2. Donc, on avait deux exercices à faire en matière de force d'Archimède. Est-ce que vous voulez que je fasse un rappel sur la force d'Archimède ou vous êtes tous au top? Vous aimeriez que je fasse un rappel? Ok. Alors, les choses essentielles que vous devez savoir, c'est ça. Quand vous prenez un objet d'un certain volume et que vous l'immergez dans un fluide, okay, quelles sont les forces en présence? euh, une des forces, c'est évidemment la force de pesanteur qui agit vers le bas. Et cette force de pesanteur, vous savez qu'elle vaut m fois g. Et puis ici, je précise que c'est la masse de l'objet fois g. Ok? Et puis, vers le haut, qu'est-ce qu'on a comme force? Vers le haut, on a une force d'Archimède dont je ne connais pas l'intensité. Si la force d'Archimède est plus intense que la force de pesanteur, l'objet va aller flotter. Et puis, si la force d'Archimède est plus faible que la force de pesanteur, l'objet va couler. Okay? Là, on a la force d'Archimède. La force d'Archimède, on a vu que c'est le poids du liquide déplacé. Okay? Donc, le poids de quelque chose, c'est la masse fois G. Attendez, je vais effacer cette ligne-là qui m'embête. Voilà. Donc, une force, c'est une masse fois G. Hein. On dit que la force d'Archimède est égale au poids du liquide déplacé. Le poids d'un liquide, c'est la masse de ce liquide fois G. Donc ici, je vais préciser que c'est la masse du liquide fois G. Okay? Et ça, c'est la force d'Archimède. Bon. Vous voyez que pour la force d'Archimède, on a la masse de liquide qui intervient. Pour la force de pesanteur, on a la masse de l'objet. Et puis maintenant, ces masses, on peut les exprimer autrement. Hein, parce que vous savez que la masse volumique, c'est la masse sur le volume. Donc, la masse, c'est la masse volumique fois le volume. Okay? Donc, la masse du liquide, on va l'exprimer comme la masse volumique du liquide fois le volume de l'objet. Hein, parce que ça, c'est la masse de liquide déplacée. Donc le liquide qui a été déplacé, c'est le liquide qui était à la place du volume dans lequel se trouve maintenant l'objet. Donc ça, c'est bien correct. Et puis ici, la masse de l'objet, eh bien, ce sera la masse volumique de l'objet fois le volume, le même volume, toujours le volume de l'objet. L'intérêt de ça, c'est que ça vous permet de mettre en évidence le G et le V, parce qu'ensuite, quand vous combinez ces forces, elles dépendent les deux de G et de V. Okay? Pourquoi est-ce que vous combinez ces forces? Parce que vous voulez savoir quelle est la force résultante. Hein? Et la force résultante, on l'avait définie comme force de pesanteur moins force d'Archimède. Il a bien fallu décider. On a décidé que c'était comme ça. On aurait aussi bien pu décider que c'est force d'Archimède moins force de pesanteur, mais la convention qu'on a prise, c'est ça. Ça veut dire que la force résultante a le même signe que la force de pesanteur. Okay? Donc, si la force de pesanteur est plus grande que la force d'Archimède, alors la force résultante sera positive. D'accord? Mais si la force de pesanteur est plus grande que la force d'Archimède, ça veut dire que l'objet il coule. Okay? Donc l'objet coule quand la force résultante est positive et l'objet il va flotter dans le cas contraire, c'est-à-dire quand la force de pesanteur est plus petite que la force d'Archimède, c'est-à-dire que la force résultante sera négative. Ça, c'est le résultat d'une convention. Là, on a utilisé une convention. Okay? Alors maintenant, si je dis Fp moins Fa, Fp, c'est quoi? C'est ρ objet GV. Okay?
Et puis la force d'Archimède, c'est ρ liquide GV. D'accord? Donc maintenant, on peut mettre en évidence un ρ objet moins ρ liquide fois G fois V. Et ça, c'est la formule de la force résistante, de la force, je vais y arriver, résultante. Ça va, vous êtes toujours là? Yep, ok. Ça, c'est la force résultante. Et donc, on a dit que si cette force résultante est positive, l'objet coule, c'est ce qu'on vient de dire. Ça veut dire que pour que cette force résultante soit positive, pour que l'objet coule, il faut que la masse volumique de l'objet soit plus grande que la masse volumique du liquide. Effectivement, si vous prenez un objet qui a une masse volumique plus grande que celle de l'eau, il va couler dans l'eau. Et puis, si elle est plus faible que celle de l'eau, il va flotter dans l'eau. Okay? Évidemment, ce n'est pas toujours de l'eau liquide. Et puis, quand la force résultante est négative, l'objet flotte. Okay? Mais pour que ça ce soit négatif, il faut que le ρ de l'objet soit plus petit que le ρ du liquide. Donc tous les objets dont la masse volumique est plus faible que celle du liquide dans lequel ils sont immergés flottent. Et puis on a un troisième cas, un cas limite, qui est force résultante égale à 0. Alors ça veut dire que l'objet, si vous le mettez dans l'eau à une certaine profondeur, il va rester à cette profondeur. N'oubliez pas que la force d'Archimède ne dépend pas de la profondeur. Elle est la même quelle que soit la profondeur du liquide, parce que c'est dû à la différence de pression entre le haut et le bas de l'objet. Donc si la force résultante est nulle, ça veut dire que le ρ de l'objet égale au ρ du liquide. Vous avez comme ça un objet qui flotte entre deux eaux, c'est-à-dire qui ne va ni monter ni descendre. Si vous voulez faire l'essai, vous prenez un sac plastique, vous mettez de l'eau dedans et vous l'immergez dans l'eau. Ça vous donnera un objet qui a la même densité que l'eau et puis qui va ni flotter ni couler. D'accord? Ça, c'est l'essentiel sur la force d'Archimède. Ça, c'est le minimum syndical. Alors, pour l'exercice d'aujourd'hui, l'idée, d'abord, c'est d'estimer la masse volumique d'un être humain avec cet exercice-là, et puis ensuite d'utiliser, on va utiliser ça indirectement pour le calcul suivant, qui est la force d'Archimède due à l'air. Ok? Alors, exercice 4, vous avez encore des questions sur la théorie, hein? Allô? C'est tout bon. Alors, chez toi, je sais pas qui a parlé, là, il y a un peu de friture. Tu dois avoir des mauvais contacts dans ton micro ou un truc comme ça. Ça fait... Ok. Non, c'est vrai, ça fait... Alors, d'après votre expérience personnelle, un humain qui se baigne dans le lac, flotte-t-il, coule-t-il ou reste-t-il sur place? Qu'est-ce que vous en pensez? Quand vous vous baignez, est-ce que vous flottez, est-ce que vous coulez? Allô? Ouais, vous flottez pas super bien, mais vous flottez, ok? Donc quand vous vous mettez dans l'eau, si vous faites la planche, vous êtes un peu comme ça, quoi. D'accord? Ça, c'est Cyrielle en train de faire la planche, ok? Donc vous flottez, mais limite. Vous flottez pas super bien. Et vous faites quoi pour mieux flotter? Vous avez déjà essayé de faire la planche, ouais. Tu trouves que le fait de bouger, ça te permet de mieux flotter? Moi, je trouve... Perso, oui, c'est tu nages, ok? Mais si tu es sans bouger et que tu veux flotter comme ça en faisant la planche, est-ce qu'il y a une chose que tu peux faire pour mieux flotter? Je ne sais pas si vous allez... Ce que je veux vous faire dire, c'est que le remplissage de vos poumons va être déterminant. Si vous êtes en train de faire la planche et que vous remplissez vos poumons d'air, vous allez flotter beaucoup mieux que si vous videz vos poumons d'air. Vous pouvez essayer, hein, quand vous faites la planche, vous videz vos poumons, vous verrez que vous allez couler.
Alors, il faut pas vous laisser couler trop longtemps parce que vous n'avez pas d'air en plus si vous venez de vider vos poumons. C'est pas un exercice très malin à faire, hein. Mais quand vous faites la planche, si vous gonflez vos poumons, vous flottez beaucoup mieux. Si vous dégonflez vos poumons, vous commencez à couler. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le fait de gonfler les poumons change du point de vue de la théorie qu'on fait maintenant, hein? Vous arrivez à me dire ça? Ça change quoi les poumons comme propriété de l'être humain? Bon, alors je vais vous poser la question autrement. Là, vous avez un mec qui fait la planche, et puis, ou une fille d'ailleurs, et puis ce mec-là, il flotte bien, et ses poumons sont gonflés. Dans le deuxième cas, on a quelqu'un qui essaye de faire la planche, mais ça marche pas terrible, et dans ce cas-là, ses poumons ne sont pas gonflés. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les deux? Comment est-ce qu'on peut expliquer en termes physiques que le premier, il flotte mieux que le deuxième? Non? Le fait de remplir vos poumons d'air, est-ce que ça va changer votre masse volumique moyenne? Ah, voilà, hein. La masse volumique moyenne d'un corps humain, hein, je ne vous parle pas de la masse volumique d'une partie du corps, mais la masse volumique moyenne, celle qui détermine si vous allez flotter ou pas, cette masse volumique moyenne, c'est la masse divisée par le volume. Ok, c'est la masse divisée par le volume. Et puis ici, c'est aussi la masse divisée par le volume. Mais est-ce que le volume, il a changé entre les deux situations? Comment non? Comment ça non, Cyrielle? Ton volume, quand tu as les poumons pleins et les poumons vides, c'est le même? Ah, voilà, ok. Quand tu as les poumons pleins, ton volume, il augmente d'un petit delta V qui est la contenance de tes poumons, qui est de, je sais pas, 5 à 10 litres, ok. Et ça augmente le volume alors que ça augmente pas la masse, ou très peu, parce que l'air a une masse volumique très faible. C'est clair que si tu remplissais tes poumons d'eau, tu coulerais. Ben ça, je te déconseille. Okay, mais si tu remplis tes poumons d'air, la masse, elle reste pratiquement la même à 3 grammes près, et puis le volume, il augmente. Okay, autrement dit, la densité moyenne d'un corps humain à poumons pleins, elle est plus faible que la densité moyenne, enfin la masse volumique moyenne d'un être humain à poumons vides. Qu'est-ce que je raconte? Oui, elle est plus faible. La masse volumique moyenne est plus faible quand on a les poumons pleins. Et donc, quand on a les poumons pleins, on flotte beaucoup mieux que quand on a les poumons vides. Okay, donc, ça voudrait dire qu'à poumons pleins, on est environ à la masse volumique de l'eau, et puis à poumon vide, on est un tout petit peu en dessous de la masse volumique de l'eau, mais en gros, le fait qu'on flotte juste, qu'est-ce que ça nous dit sur le rapport entre notre masse volumique totale et la masse volumique de l'eau, hein? Qu'est-ce que ça nous dit sur la masse volumique d'un être humain? Bah, étant donné qu'on est à la limite de flottabilité, ça veut dire que la masse volumique d'un humain, c'est à peu près égal à la masse volumique de l'eau. D'accord? C'est ça que je voulais vous faire dire. Hein? Parce que poumon plein, vous flottez, poumon vide, vous flottez pas. Donc poumon à moitié plein, vous êtes à une masse volumique qui est égale à celle de l'eau. Et c'est pas si étonnant dans la mesure où un être humain, c'est essentiellement fait d'eau. On est fait à 70% d'eau. D'accord? Oui. Ok. Bon. Donc, avec cet exercice-là, on estime que la masse volumique d'un être humain est environ égale à la masse volumique de l'eau. Bon, ok. Alors maintenant, avec cette information-là, on va faire l'exercice suivant, qui consiste à estimer le volume d'une personne. Mais maintenant,
on connaît la masse volumique. On sait que la masse volumique d'un humain, c'est environ la masse volumique de l'eau. Donc, comment est-ce qu'on peut estimer le volume d'une personne quand on connaît sa masse? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Bon, vous voulez pas répondre les autres parce qu'il y a le pauvre Cyriel, c'est le seul qui a le micro ouvert et puis c'est toujours lui sur qui je tombe. Il n'y a pas quelqu'un qui veut participer un petit peu, hein? Histoire qu'on s'amuse. Vous savez que la masse volumique, c'est la masse divisée par le volume. Donc, le volume, c'est quoi? Bah, le volume fois la masse volumique, c'est la masse. Donc, le volume, c'est la masse divisée par la masse volumique, tout simplement. Hein? Et donc, si vous prenez une personne de 70 kg, sa masse, c'est 70. La masse volumique, c'est environ celle de l'eau. On va pas pinailler, on va prendre 1000 kg par mètre cube. Eh bien, 70 divisé par 1000, ça vous fait 0,07 mètres cubes. On est d'accord? Ça, c'est le volume d'un être humain. Volume que j'ai estimé en utilisant la masse volumique d'un être humain plutôt que par d'autres méthodes, par exemple en immergeant un être humain dans une baignoire et en regardant l'élévation du niveau et en mesurant ce volume-là. Ça aurait aussi pu aller comme ça, mais c'est plus compliqué. D'accord? Ok, donc le volume d'un individu de 70 kg est de 0,07 mètres cubes, ce qui vous fait 70 décimètres cubes à peu près. C'est correct. 70 décimètres cubes, c'est 70 briques de lait. Ok? Si vous prenez 70 briques de lait, ça fera à peu près le volume de votre corps. Et donc, chaque brique de lait, ça fait 1 kg et ça représente 1 litre de lait, 1 litre d'eau à peu près. Ok? Alors maintenant, on a ce problème de la force d'Archimède qui s'exerce par l'air. Ok? Vous avez quelqu'un qui est en train de se peser sur une balance. Autour de lui, il y a évidemment de l'air puisqu'il respire. Et puis, on se demande de combien la force d'Archimède due à l'air va modifier la lecture du poids sur la balance. Ok? Donc, le poids, enfin la masse, on la connaît, c'est 70 kg. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est quelle est la force d'Archimède due à l'air qui agit sur cette personne. Okay? Donc, on va utiliser la formule pour la force d'Archimède, mais dans cette formule, le ρ qu'on aura, le ρ du liquide, ce sera le ρ de l'air, qui est très faible, donc ça fera une force faible, mais ça fera quand même une force. On va voir combien ça fait. Okay? Donc, je prends la formule de la force d'Archimède. La force d'Archimède, c'est ρ liquide, enfin ρ fluide. Il faudrait que je dise fluide maintenant parce qu'on est en train de parler de gaz. Okay. Donc, c'est le ρ du fluide fois G fois V. D'accord? Et quel est le fluide en question? C'est l'air. C'est 1,3 kg par mètre cube. Ça, c'est une valeur que vous pourriez savoir par cœur. Ça fait partie de la culture générale. Donc, vous prenez 1 mètre cube d'air, ça pèse 1,3 kg, ça pèse pas rien. Hein. Et fois G, qui vaut 9,81, soyons précis pour une fois, fois le volume de cette personne qu'on vient de calculer, qui est de 0,07 mètres cubes. Okay, alors, si je fais ce petit calcul, ça me donne quoi? Ça me donne 1,3 fois 9,81 fois 0,07. Ça me donne 0,89 environ. Je ne vais pas mettre les autres décimales. 0,89 newtons. C'est une force, ce sont donc des newtons. D'accord? D'accord avec ça? Bon. Alors, cette force de 0,89 newton, elle va résulter en une différence d'affichage de votre masse sur la balance de combien? Si vous êtes sur la balance, cette force
d'Archimède, elle va équivaloir à combien de grammes, ou de kilos, disons. Ça, c'est une force qui va contrer la force de pesanteur. Okay? Donc, cette force d'Archimède qui vaut 0,89 newtons, si je la regarde comme une force de pesanteur, ça va correspondre à quelle masse? Autrement dit, cette force d'Archimède qui va vers le haut, elle va diminuer la valeur de mon pesage de combien? Eh bien, c'est pas compliqué. La masse, la différence de masse qui est due à la force d'Archimède, ce sera simplement 0,89 divisé par G. Okay? Et 0,89, alors puisque j'ai utilisé des résultats précis, autant continuer. Donc 1.3, pardon, je refais le calcul, fois 9,81 fois 0,07, 0,89271 divisé par 9,81, ça me donne à peu près exactement 0,09 kg. Et donc, ça veut dire 90 grammes. Ok? Donc, quand vous vous pesez, la force d'Archimède va diminuer la valeur affichée par la balance de 90 grammes. Ok? Donc, ce n'est pas une méthode très efficace pour perdre du poids. Surtout, vous ne le perdez pas vraiment. Mais si vous voulez faire une pesée très précise, vous avez évidemment besoin de connaître ce genre de choses. Si vous voulez la masse absolue en l'absence de force d'Archimède, eh bien, il faudra faire cette correction. Mais bon, personne ne corrige ça. Donc, elle fausse la pesée de 90 grammes. Alors je dis la pesée, ça m'évite de dire le poids, parce que le poids c'est pas en grammes, le poids c'est en newton, etc. Quand je dis la pesée c'est une action où on met des gens sur des balances pour mesurer leur masse, c'est clair. D'accord? Ça va? Vous êtes toujours là? Bon, ok. Maintenant, on va s'occuper aujourd'hui encore de deux autres notions. Une notion qui est la notion de masse apparente, et puis après, on s'occupera des conditions de flottaison, parce que quand un objet coule, c'est pas compliqué, il coule, il va s'arrêter au fond, mais quand un objet flotte, il peut flotter à différents niveaux au-dessus de la surface, et on va voir ce qui détermine le niveau de flottaison. Avant de faire ça, on va parler de masse apparente. Alors, la masse apparente, c'est quelque chose dont vous avez tous l'habitude, parce que vous avez tous un jour pris un bain, et puis vous avez tous un jour remarqué que quand vous sortez du bain, vous vous sentez extrêmement lourd. Vous avez remarqué ça? Quand vous sortez du bain, tu n'as jamais remarqué? Cyrielle a pas remarqué, mais essaye une fois. Tu prends un bain. On dirait que non, On dirait que non, il prend des douches, Cyrielle. Voilà. Alors, essaye pour des raisons de physique de prendre un bain, mais alors je te conseille de prendre un bain long et dans de l'eau chaude, comme ça t'es bien détendu à la fin. Et puis tu verras que si tu laisses sortir l'eau de la baignoire, si tu restes dans la baignoire et que tu laisses sortir l'eau, tu vas sentir ton poids qui augmente au fur et à mesure que la baignoire se vide. Et ensuite, tu te sens tellement lourd que tu as de la peine à sortir. Vous êtes d'accord, les filles qui prennent des bains, là? Voilà, ok. Alors ça, c'est dû à quoi? Eh bien, c'est dû au fait que quand vous êtes dans l'eau, vous avez un poids apparent qui est beaucoup plus faible que quand vous êtes dans l'air. Pourquoi? Parce que dans l'eau, vous avez une force d'Archimède très importante qui vous soutient. Et la force d'Archimède, elle est pratiquement égale à la force de pesanteur. Quand vous êtes dans l'eau, vu que votre masse volumique est égale à la masse volumique de l'eau, la force de pesanteur, elle n'agit plus. Donc vous vous sentez flotter. Donc votre masse apparente, elle est très faible.
elle est de quelques kilos peut-être. Puis quand vous ressortez de l'eau, votre masse apparente, c'est de nouveau votre masse totale. Et là, vous devez porter cette masse totale. Et si vous êtes resté longtemps dans le bain, eh bien, vous n'avez plus l'habitude de porter une masse comme ça et vous vous trouvez très lourd. OK? Donc ça, c'est le concept de masse apparente. La masse apparente, elle est liée au poids apparent avec cette relation. Un poids, c'est une masse fois G. OK? Donc G fois la masse apparente, c'est le poids apparent. Donc la masse apparente, on va la définir comme le poids apparent divisé par G. OK? Et le poids apparent, ce sera quoi? Ce sera la force de pesanteur moins la force d'Archimède. D'accord? C'est tout bête, c'est simplement ça, la notion de masse apparente. Alors, cette notion-là, on peut la développer aussi de manière un peu différente, comme c'est fait dans le cours. Donc, je vais vous faire ça tout de suite. Et puis, attendez, laissez-moi juste... Oui, c'est ça. Regardons, qu'est-ce que ça nous donne, la masse apparente? Eh bien, la masse apparente, si je prends cette définition-là, ok, j'ai Fp sur G moins Fa sur G. Alors, Fp sur G, je vais traiter ces deux termes séparément, moins Fa sur G. Fp sur G, ça vous donne quoi? C'est qui Fp sur G? La force de pesanteur divisée par G, c'est simplement la masse. C'est la masse de l'objet quand il ne se trouve pas immergé dans le liquide. C'est les 70 kg de masse de l'exercice qu'on avait avant. Okay? Et la force d'Archimède sur G, c'est quoi? La force d'Archimède, c'est ρ liquide fois G fois V. Okay? Donc si je divise ça par G, bah, le G s'élimine et il me reste le ρ du liquide fois le volume. Ça, c'est la définition de la masse apparente. OK? Donc la masse apparente, c'est la masse qui correspond à la force résultante qui agit sur votre corps quand vous êtes dans un fluide. OK? Parce que si je multiplie ici tout le monde par G, eh bien là je vais avoir la force apparente qui sera la force résultante. Ici je vais avoir le poids et là je vais avoir la force d'Archimède. Donc c'est bien une question de force résultante qu'on est en train d'étudier ici. OK? Donc votre masse apparente, c'est votre masse normale, moins ρ liquide fois V. Alors quand vous entrez dans l'eau, votre masse apparente, c'est combien? Si vous entrez dans l'eau, ok, vous allez dans une baignoire. Quelle est votre masse apparente dans une baignoire? Reprenons le cas de l'individu de 70 kg. La masse apparente, c'est la masse, 70, moins le ρ liquide, c'est-à-dire 1000 à peu près kilos par mètre cube pour l'eau, fois le volume. Mais le volume, pour un individu de 70 kg, on avait vu qu'il était de combien? Hein? 0,07. 1000 fois 0,07, ça fait 70. Ok? 70 moins 70, ça fait environ 0. Ok? Ça veut dire que quand vous êtes dans l'eau, en situation de flottaison neutre, eh bien, votre masse apparente est nulle. Et puis, quand vous sortez de l'eau, là vous êtes dans l'air, votre masse apparente, elle vaut combien? Ben, elle vaut 70 kg, toujours votre masse, moins le peu de force d'Archimède qui vous reste, qui est la force d'Archimède, la force d'Archimède de l'air. Ok, donc c'est moins ρr par volume, c'est-à-dire 70 moins 1,3 fois 0,07. Et 1,3 fois 0,07, eh bien, c'est ce qu'on avait calculé avant. Tac, ça nous donne ça. Ça nous donne 0,091 kg. Donc, ça donne 91 grammes.
ok? Donc votre masse apparente dans l'air, elle sera de 69,909, si je calcule correctement, kilos. Ok? Puis vous pouvez négliger cette différence-là, évidemment. Mais ce qui est frappant, c'est que quand vous êtes dans l'eau, votre masse apparente, elle est pratiquement nulle. C'est pour ça que l'eau, c'est un milieu dans lequel, par exemple, s'entraînent les astronautes pour entraîner ce qui se passe quand on est en état d'apesanteur. Parce que dans l'eau, vous êtes dans une sorte d'état d'apesanteur où la force de pesanteur est compensée par la force d'Archimède. Et puis cette histoire de régulation de la flottaison avec la respiration dont j'ai parlé tout à l'heure, ça c'est quelque chose que je tire de mon expérience de plongée. Parce que quand vous êtes plongeur, vous devez régler votre flottabilité. Voilà. Les poissons, ils ont tout ce qu'il faut pour ça. Ils ont une vessie natatoire qui est une espèce de sac qu'ils peuvent remplir d'air. Enfin, je ne sais pas quel gaz c'est pas de l'air, c'est peut-être uniquement de l'oxygène. Je ne sais pas ce que les poissons utilisent comme gaz, parce que sous l'eau, il n'y a pas beaucoup d'azote. Mais les poissons, ils ont dans leur ventre un truc qui se gonfle d'air. Alors, si ils gonflent d'air, de gaz, je ne sais pas ce que c'est comme gaz, ok? Si la vessie natatoire, s'ils la gonflent, eh bien, leur masse volumique, elle diminue, et donc le poisson, il va aller plus haut, il va se rapprocher de la surface, et puis si le poisson veut aller plus profond, il va vider ses vessies natatoires d'air, donc sa masse volumique va augmenter, donc il va flotter plus profond. D'accord? C'est pour ça, là on rentre dans le chapitre des indications pratique du professeur Lucchezzo, c'est pour ça que depuis quelques années, les règles de la pêche dans le lac Léman ne vous obligent plus à relâcher les perches trop petites. Vous savez pourquoi? Parce que quand une perche, vous la chopez à 15 mètres de fond, puis que vous la remontez rapidement, la vessie natatoire, elle ne suit pas, la perche, elle fait un accident de décompression, puis quand elle arrive en haut, elle est morte. Donc ça ne sert à rien de la relâcher. Okay? Donc les règles de la pêche ont changé suite à des observations comme ça. Bref, qu'est-ce que je voulais dire avec tout ça? Je ne sais plus ce que je voulais dire avec tout ça. J'étais parti dans quoi? Les histoires de poissons. Attendez, j'ai perdu le fil là. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, bref. Je voulais vous expliquer ces notions de masse apparente. Et je voulais vous montrer ce qu'il y a dans le cours, qui est une manière de dériver la chose un peu différente. Et dans le cours, il y a une chose en plus que moi j'ai pas fait, c'est la description de cette expérience. Ça, c'est une expérience qu'on fait régulièrement en classe, mais là je peux pas la faire, donc je vais vous la raconter. Ça, c'est une expérience pour mettre en évidence le fait que la force d'Archimède est égale au poids du liquide déplacé. Donc c'est une expérience dans laquelle on prend un objet, on l'immerge dans un liquide, mais on s'arrange pour mesurer le liquide déplacé. Je vais vous expliquer comment. Et une fois qu'on a mesuré le liquide déplacé, on va rajouter au système le poids du liquide déplacé. Mais regardez bien qu'est-ce qui se passe. Là, vous avez un dynamomètre. À ce dynamomètre est suspendu une espèce de récipient qui, pour l'instant, est vide. Et puis, sous ce récipient, on a une masse. Le tout est dans l'air. La force d'Archimède de l'air, on la néglige. Et puis, le dynamomètre, il indique une certaine force. Par exemple, je sais pas, 1,5 newton, on va dire. On va dire que c'est un dynamomètre à 2 newtons et puis qu'on est aux 3/4 de l'échelle. Ok? Bon. Alors ensuite, on descend tout ça, on descend le dynamomètre jusqu'à ce que la masse se trouve immergée dans l'eau. Évidemment, quand la masse est immergée dans l'eau, le niveau d'eau dans le récipient, il augmente. Mais ce récipient, regardez comment il est fait, c'est un récipient à débordement, c'est-à-dire que on a une petite canule sur le côté du récipient, ça ressemble à ça, ces récipients, je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Il y a sur le côté une petite canule, et donc
dès que le niveau dépasse... non, j'ai fait une bêtise, excusez-moi, la canule, elle va pas vers le haut, sinon ça marche pas. La canule, elle va évidemment vers le bas. Okay, donc, dès que le niveau d'eau augmente un peu ici, boum, l'excès d'eau part dans la canule. Alors, c'est ce qu'on fait là. On remplit le récipient au ras de la sortie par la canule. Okay, on met ici un récipient vide, et puis quand on place la masse dans le récipient, ben ça fait augmenter un peu la hauteur du liquide, et donc ce liquide s'échappe par la canule et atterrit dans le petit récipient qu'on a à côté. Okay, ce liquide-là qui sort, c'est ce qu'on appelle le liquide déplacé. Hein, c'est le liquide qui était dans le récipient et qui ne peut plus s'y trouver parce qu'il y a une masse d'un certain volume qui est venue prendre sa place. Donc on a déplacé le liquide. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là? Eh bien, votre dynamomètre, il montre une valeur plus faible. Hein, je vais dire 1 newton pour fixer les idées. D'accord? Si j'ai une force de 1 newton ici, puis que j'avais 1,5 newton là, ça veut dire que dans ce cas-là, la force d'Archimède, elle vaut combien? On va voir si vous suivez. Hein? Il y a de nouveau tout le monde qui a fermé les micros. Non. Non, ouvrez vos micros. Ah, mon Dieu, c'est pas vrai, quel métier. Allô? Allô, allô, parlez-moi. Ah, voilà. Alors, si j'ai une force qui était une force de pesanteur qui était d'1,5 newton, puis que maintenant cette pesanteur apparente elle est redescendue à 1 newton, ça veut dire que vous avez une force d'Archimède de 0,5 newton. Hein, vous avez une force de 0,5 newton vers le haut qui est due à la force d'Archimède ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on montre avec cette expérience? Eh bien, on montre que si on prend ce liquide déplacé et qu'on le remet dans le système, donc on le met dans ce réservoir qui est là, qui était prévu à cet effet, si on remet le liquide dans ce système, eh bien ici on retrouve une valeur d'affichage de 1,5 newton, et donc ça vous montre que la force d'Archimède, 0,5 newton, est bien égale au poids du liquide déplacé, puisqu'on a pris le liquide déplacé, qu'on l'a rajouté au système, donc on a rajouté son poids qui agit vers le bas, et on a retrouvé la même valeur de la force indiquée sur le dynamomètre. Voilà. Alors bon, c'est une autre manière de dériver la chose. Après, vous dites que la force de pesanteur de l'objet, c'est m fois g. Donc la force de pesanteur de l'objet, faisons le dessin là, elle est ici vers le bas. La force d'Archimède qui agit vers le haut, c'est évidemment le ρ du fluide fois G fois V. Et puis, dans ce système-là, vous avez une troisième force qui agit parce que c'est votre dynamomètre qui retient la masse. On est bien d'accord que cette masse-là, normalement, elle coulerait. Mais là, elle ne coule pas parce qu'elle est suspendue à un dynamomètre. Okay, donc, on a une autre force qui tire vers le haut, ici, et c'est la force, alors on l'appelle force de soutien, on pourrait peut-être l'appeler force de rappel aussi, c'est un peu égal. On a vers le haut la force de soutien du dynamomètre. Okay, donc on a deux forces vers le haut, la force de soutien, la force d'Archimède, une force vers le bas. Donc on peut écrire un équilibre des forces, parce que ce système-là, il ne bouge plus. Okay, il est immobile, il est à l'équilibre. Okay, si j'écris l'équilibre des forces, je vais écrire quoi? Je vais écrire que la force de pesanteur qui agit vers le bas doit être égale à la force d'Archimède plus la force de soutien, qui les deux agissent vers le haut. D'accord? Et donc, maintenant, si je reprends cette équation d'équilibre et que je réécris ces différentes personnes de manière détaillée
et que je mets tout le monde à gauche, ça donne ça. Parce que la force de pesanteur, c'est M fois G. La force d'Archimède, c'est ρ liquide GV, mais elle est plus à droite du signe égal, elle est à gauche, donc il y a un moins. Ok? Donc c'est mg moins ρ fluide GV. Et puis la force de soutien, elle était à droite, on la met à gauche, elle prend un signe 0. Donc on a cette expression-là pour l'équilibre des forces dans cette situation-là. Ok? Et puis on va transformer cette équation pour exprimer la force de soutien du dynamomètre en fonction des autres forces. Alors le dynamomètre, qu'est-ce qu'il porte comme force? Il porte le poids de l'objet, moins la force d'Archimède, parce que la force d'Archimède, elle soutient l'objet. Okay? Donc le dynamomètre, quand l'objet est immergé dans l'eau, il va porter un peu moins de poids que quand le dynamomètre, que quand la masse n'est pas dans l'eau. Hein? Et là, on est au niveau des forces. Mais nous, on aimerait passer au niveau des masses, parce qu'on aimerait trouver une manière d'exprimer la masse apparente. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier tout le monde par 1 sur G, et puis on va dire que la force exercée par le dynamomètre sur G, c'est la masse apparente. Effectivement, la force exercée par le dynamomètre, c'est la force avec laquelle, c'est la force, c'est la mesure qui vous donne le sentiment de la masse de la masse apparente, de la masse que vous soulevez vraiment. Okay? Quand vous avez la masse qui est dans l'eau, la force exercée par le dynamomètre, elle est plus faible. Le dynamomètre ne mesure plus la vraie force de pesanteur de l'objet, mais il mesure la force de pesanteur de l'objet moins la force d'Archimède. Donc on fait 1 sur G partout, sur G, sur G. Ici, les G s'éliminent, et puis à gauche, on dit que la force de soutien dynamomètre divisée par G, c'est la masse apparente. Et donc, on arrive à cette expression-là, qui est exactement la même que celle que je vous ai écrite tout à l'heure en dérivant les choses de manière un peu différente. Okay? Et ça, c'est l'expression pour la masse apparente. Alors, j'ai assez discuté. Si vous avez des questions, posez-moi des questions. Et puis ensuite, je vous laisse faire l'exercice 4.5, qui est justement là pour calculer la masse apparente d'un bloc de fer de 50 kg. Donc un bloc de fer de 50 kg, sa masse, c'est évidemment 50 kg. Mais si vous tenez ce bloc de fer, et puis que le bloc de fer est immergé dans l'eau, eh bien vous allez pas avoir l'impression qu'il pèse 50 kg, mais vous allez avoir l'impression qu'il pèse un peu moins. La question, c'est combien? Hein? Donc je vous laisse résoudre ce problème. Évidemment, vous aurez besoin de calculer le volume. Donc dans un premier step, vous allez devoir déterminer le volume de ce bloc de fer. Ça, vous devriez y arriver avec les données que vous avez là. Et dans un deuxième step, vous allez calculer la masse apparente. Je vous laisse faire un petit moment, vous essayez de le faire. Hein? Ok. Allez, ça marche. Je vais me refaire un café, j'arrive.
Ça se passe bien. Hein? Vous voulez que je corrige ou vous voulez encore du temps? Encore un peu de temps, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je bois mon café. D'ailleurs, ça va me manquer ça l'année prochaine. Il faudrait que je m'installe une machine à café dans la salle, je pense. Bon, vous y êtes? Bon, allez, je vais quand même corriger. Je peux? Alors, d'abord, il faut déterminer le volume. Ok? Donc, le volume, c'est toujours la même histoire. Quand vous connaissez la masse et la masse volumique, vous connaissez le volume. Vous savez que la masse volumique, c'est la masse divisée par le volume. Donc, le volume fois la masse volumique est égal à la masse en faisant le produit en croix. Et donc, le volume, ce sera égal à la masse divisée par ρ. Ok? Le volume, c'est la masse divisée par la masse volumique. Alors là, on a un bloc de fer. Ok? Donc ça, c'est la masse de fer divisée par la masse volumique du fer. La masse du fer, elle est de 50 kg. La masse volumique du fer, on vous la donne, elle est de 7870 kg par mètre cube. C'est une masse volumique déjà relativement élevée. Et donc, si vous faites ce calcul, 50 divisé par 7870, ça vous donne 0,006. Et puis, je vais garder 3 chiffres significatifs. 6, 3, 5. Ok? Et ça, c'est évidemment des mètres cubes. Alors, si vous voulez avoir une idée de ce que ça fait comme volume, parce que sincèrement, moi, 0,0635 mètres cubes, ça ne me parle pas vraiment. Si vous voulez savoir combien ça fait comme volume, eh bien, vous transformez ça en décimètres cubes. Et vous savez qu'un décimètre cube, c'est 1 litre, c'est une brique de lait. Ok? Donc, ça vous fait 6 briques de lait et des brouettes. Pour 50 kg de fer, ça a l'air tout à fait raisonnable. D'accord? Bon. Donc, on va garder pour les calculs le résultat en mètres cubes, mais je voulais juste le calculer en décimètres cubes pour avoir une idée. Le deuxième calcul, maintenant, c'est la masse apparente. Alors, vous pouvez évidemment appliquer la formule là-haut sans l'avoir comprise, mais dans la mesure où vous l'avez comprise, c'est OK. La masse apparente, c'est la masse moins le ρ du fluide fois G. Ça, c'est l'effet de la force d'Archimède sur la masse. Alors, la masse initiale, c'est 50 kg de fer. Et puis, quand vous le mettez dans l'eau, eh bien là, on va utiliser cette valeur qui nous est donnée, 998 kg par mètre cube, fois 9,81, faisons les calculs précisément. Et ça fait combien? 50 moins 998 fois 9,81. J'ai fait une bêtise dans le calcul, excusez-moi, il faut que je recommence. 50 moins, parenthèse, 998 fois 9,81, parenthèse. J'ai fait quoi de faux? Ah! J'écris des bêtises énormes et puis vous réagissez pas. C'était pour voir si vous suiviez. J'ai copié faux la formule. C'est pas ρ fluide fois G, c'est ρ fluide fois V.
voyez, je suis pas encore réveillé, moi, ce matin. Je me disais bien que ça donnait un truc pas possible. Ok? Voilà. Parce que le mercredi, c'est le jour de la semaine où je suis le plus fatigué parce que j'arrive pas à me coucher le soir. Et je dors pas assez. Donc, c'est ρ fluide fois V. Ok? Et le V, on vient de le calculer là. C'est 0,0635. Alors maintenant, ça va donner un résultat beaucoup plus intéressant. Si je calcule ce 998 fois 0,00635, ça me donne 6,3 kg environ. Okay? Donc la force d'Archimède qui s'exerce dans l'eau, elle compense une masse qui correspond à la masse d'eau qui se trouve dans le volume de l'objet. Ça fait 6,3 kg. Donc ça n'arrive évidemment pas à compenser toute la masse, mais ça en compense une partie parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus lourd que l'eau. Et 50 moins 6,3, ça fait 47,7. C'est juste? Non. Il n'est pas en forme, le père Lucchesi, ce matin. J'ai presque 43,7. Ok? Donc, votre morceau de fer, quand vous le portez, mais qu'il est immergé dans l'eau, eh bien, il pèse moins lourd. Ok? Voilà. Donc, sa masse apparente n'est plus de 50 kg, mais elle est de 43,7 kg. D'accord? Et ça, juste une précision, ce terme-là, ρ fluide fois V, vous voyez que il dépend uniquement du volume de l'objet. Il ne dépend pas de la matière dont est fait l'objet. Donc cette force d'Archimède, elle sera la même, quelle que soit la matière dont est fait l'objet. Elle dépend uniquement de son volume. Okay? Donc si vous avez un objet qui est plus léger que ça, il va flotter. S'il est plus lourd que ça, il va couler. Oui, quelle était la question? Allô? Quelqu'un? Quelqu'un? Oui. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais non. Et c'est pas grave. Je suis pas pénible sur la précision. Là, on travaille sur les principes. On n'est pas des ingénieurs qui doivent atteindre une précision donnée dans leur résultat. Ce que je veux, c'est que vous compreniez les principes. Ok? Voilà. Alors maintenant, on va s'intéresser au dernier chapitre en fait théorique de ce cours. Donc aujourd'hui, on va faire le chapitre théorique et puis la semaine prochaine, étant donné que les cours sont prolongés d'une semaine, comme vous le savez, la semaine prochaine, on aura toutes sortes d'exercices à faire là-dessus. Ce sera des applications. Aujourd'hui, je vais vous présenter la chose. Et puis comment je vais vous présenter la chose? Je vais vous présenter ça avec des bateaux. Ok? Et puis, on va prendre le cas de deux bateaux qui flottent, mais qui flottent de deux manières différentes. Alors, supposons que je prenne deux bateaux. Alors, même modèle de bateau, construit par le même chantier naval, c'est le même bateau. Mais si vous les regardez quand ils sont dans l'eau, il y en a un qui est comme ça. C'est le bateau vu de face. Ok, je trouve ça plus facile à dessiner que les bateaux vus de côté. Et puis l'autre bateau, il est comme ça. Okay. Et puis vous, on va dire que vous êtes dans le port, vous regardez ces bateaux. Quelle observation vous faites? Comment est-ce que vous expliquez le fait que ces deux mêmes bateaux puissent flotter à des profondeurs différentes? De quoi ça pourrait venir? Allô, allô? Allô, allô? De quoi ça pourrait venir cette différence? Pourquoi est-ce que deux bateaux qui sont identiques pourraient flotter à des profondeurs différentes?
Peut-être qu'ils ont, pardon? Probablement, ouais. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas la même masse, ces bateaux? Quelle est la raison? Pardon? Voilà. Voilà. Ce bateau-là, ce bateau-là, il est chargé. Ce bateau-là, il est vide. Quand je dis chargé, ça veut dire qu'il y a des marchandises à l'intérieur. Donc ce bateau-là, il est plein de conteneurs hein, avec du merdier inutile qui arrive de Chine, par exemple. Ok, j'ai démarré mon combat contre le merdier inutile qu'on importe de Chine. J'ai eu un choc l'autre jour sur Wish. J'ai vu, il y a en général des trucs inutiles sur Wish, mais l'autre jour sur Wish, il y avait une peluche en forme de cochon grillé qui était en vente. Bah, c'est une peluche qui avait la forme d'un cochon, mais un cochon grillé. Donc vous avez coupé les pattes, etc. Puis le cochon, il est dans la position du cochon qu'on sort de la broche. Ok, puis il était brun, rouge comme ça, couleur brûlée quoi. C'est absolument dégueulasse. Et puis il y avait plusieurs photos d'une demoiselle chinoise en train d'embrasser sa peluche de cochon grillé. Je me suis dit c'est pas possible. On continue à produire des conneries pareilles et puis qu'en plus on dépense du carburant pour les transporter alors que ça sert vraiment à rien. Je veux dire, si j'étais le chef du monde, on ne produirait pas ce genre de truc et point. Ok. Bref, alors ce bateau est chargé. Non mais, ah oui, c'est Wish. Ouais, mais moi j'achète des fois des trucs sur Wish. J'avoue. Bref, quand le bateau est chargé, sa ligne de flottaison est différente. La ligne de flottaison, c'est la hauteur, elle est souvent marquée sur le bord du bateau, c'est la hauteur à laquelle le bateau flotte et la ligne de flottaison vous donne une indication directe sur la charge de bateau. Vous avez déjà vu des lignes de flottaison sur les bateaux? Vous voyez à quoi ça ressemble? Je vous ai déjà montré ça. Hein? Je vous ai déjà montré. Ok, il me semblait bien. Ok. Alors maintenant, j'aimerais qu'en termes de force d'Archimède, on essaye de comprendre ces deux cas. Ok. Il est clair, j'imagine, pour vous, que ces deux bateaux, ils n'ont pas la même force de pesanteur. On est d'accord? Celui-ci qui est vide, il a une certaine force de pesanteur qui est due à sa structure elle-même. Et puis celui-ci qui est plein, il a évidemment une force de pesanteur beaucoup plus importante. D'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Oui ou non? Ok. Maintenant, quelle est l'explication en termes de force d'Archimède? Qu'est-ce qui se passe? La force d'Archimède pour ce bateau-là, je vais la calculer. Comment? Hein? Vous savez que la force d'Archimède, c'est ρ liquide GV. Mais je vais prendre quoi comme valeur alors pour ρ liquide, je vais prendre l'euro de l'eau salée, par exemple, 1030. Pour G, je vais prendre G. Pour le volume, je vais prendre quoi? Qu'est-ce que je vais prendre comme volume dans la formule ici? Je vais prendre le volume du bateau? Le volume entier du bateau? La formule de la force d'Archimède, voilà. La force d'Archimède, c'est le poids du liquide déplacé. Quel est le liquide déplacé? Quel est le volume du liquide déplacé? C'est uniquement le volume de la coque qui se trouve sous l'eau. Parce que ce volume de coque-là, il est absolument pas influencé par l'eau. Donc tout ce qui est hors de l'eau, on s'en fiche. Pour la force d'Archimède, le volume qui va intervenir ici dans le calcul, c'est ce qu'on appelle le volume immergé. Et le volume immergé, c'est ça. Ok? Maintenant, dans le cas de l'autre bateau,
qu'est-ce qui se passe? Alors, pardon, j'ai pas fini. Dans le cas de ce bateau-là, eh bien, si le bateau flotte avec cette ligne de flottaison-là, ça veut dire que pour ce volume immergé-là, on a une force d'Archimède suffisante pour compenser la force de pesanteur. Et puis donc le bateau s'équilibre là. C'est une question d'équilibre, la ligne de flottaison. Okay? Mais dans ce cas-là, la force de pesanteur est plus grande, donc on veut, pour faire flotter ce bateau, une force d'Archimède plus grande, qui soit en mesure de compenser cette force de pesanteur plus importante. Et donc c'est pour ça que le bateau flotte moins bien, si vous voulez, il flotte plus profond dans l'eau, parce que là, on a besoin d'un volume immergé plus grand pour générer une force d'Archimède plus importante qui va compenser une force de pesanteur plus élevée. Comprendoche? Voilà. Et ce genre de coque de bateau, ces coques de toutes les coques des navires commerciaux, toutes les coques des bateaux qui vont pas vite, on appelle ça des coques à déplacement. C'est quoi une coque à déplacement? C'est une coque qui ne sort pas de l'eau, qui reste dans l'eau pendant que le bateau se déplace et qui fait flotter le bateau par la force d'Archimède, c'est-à-dire en déplaçant une certaine quantité de liquide et en générant la force d'Archimède correspondante. Et vous avez des coques qui ne sont pas à déplacement. Alors, on va regarder ce qu'on trouve sur coque à déplacement. Si on cherche coque à déplacement, vous voyez l'écran là? Vous voyez? Coque à déplacement, eh bien, les coques à déplacement, ce seront toutes des coques, ouais, mais alors là, voilà, ça c'est une coque à déplacement, non, à carène planante. C'est un peu n'importe quoi les images qu'on a là, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que vous avez certaines coques qui sont pas des coques à déplacement. Par exemple, si vous prenez ce bateau-là, ok? Là, c'est marqué carène planante, à déplacement, semi-planante, semi-déplaçante. Vous voyez que vous avez toutes sortes de coques, dont une seule qui est à déplacement. Alors, je ne sais pas, là, il faut qu'on voit ce qu'ils ont mis comme image. Voilà, ah ben vous voyez, tout à l'heure, je vous avais dit que celui-là, c'était à déplacement. Ben, c'est bien juste. Ça, c'est des bateaux qui, quand ils avancent dans l'eau, gardent la même ligne de flottaison. En termes techniques, on dit qu'ils ne déjaugent pas. Okay, un bateau dont la coque sort de l'eau quand il avance, on dit qu'il déjauge. Okay, et ce bateau-là, il reste toujours au même niveau, donc il déplace toujours la même quantité d'eau. Maintenant, vous avez d'autres types de coques. Cette coque-là, elle a une forme qui est différente. Et là, vous voyez le bateau en train de naviguer assez vite. Eh bien, la coque, de par sa forme, elle sort de l'eau quand vous avez une certaine vitesse pour le bateau. Okay, donc, si elle sort de l'eau, elle va planer sur l'eau, c'est pour ça qu'on appelle ça une coque planante, elle va planer sur l'eau, et comme elle plane sur l'eau, elle génère moins de force d'Archimède, parce qu'elle est moins enfoncée dans l'eau. Par contre, elle va générer des forces de soutien qui viennent du fait qu'elle arrive à une certaine vitesse sur de l'eau, et puis ça génère des forces vers le haut. D'accord ? Mais une coque comme ça, elle ne va pas flotter à haute vitesse uniquement grâce à la force d'Archimède, elle flotte d'une autre manière. Tout comme toutes les coques de catamaran, une carène de catamaran, ça c'est fait pour sortir de l'eau quand on est à grande vitesse. Vous voyez ici, ça c'est encore un autre truc, alors ça je connais pas, carène aile de mouette, ça c'est vraiment fait pour sortir de l'eau même à faible vitesse. Ah bah oui, ça c'est la fameuse coque des Boston Whalers. Donc les Boston Whalers, c'est des petits bateaux sportifs qui sont développés aux États-Unis, qui ont une réputation absolument géniale. Voilà, donc les carènes de bateaux, les coques de bateaux, c'est un truc qui, comme le reste, n'est pas évident. Et vous avez toutes sortes de manières de faire avancer un bateau, de faire flotter un bateau. Une manière, c'est le déplacement, mais c'est pas la seule. D'accord ? Ok,
Alors maintenant, on va revenir à ça. Et puis, on va regarder de quelle manière ce que je viens de vous raconter avec les bateaux est expliqué dans le cours. C'est en termes un peu plus techniques, et puis on va arriver rapidement à la formule importante dans ce cas-là. Donc, on a un objet, une espèce de boîte, si vous voulez. C'est toujours des objets à 3 dimensions, mais là, on fait le dessin à 2 dimensions. Cet objet a une hauteur totale h, et puis, il y a une partie h', plus petite que h, qui est immergée. Donc, le volume immergé de cet objet, il est là. Ok ? Il y a une limite ici. Ça, c'est au niveau de la surface de l'eau. Et le volume immergé, il est ici. D'accord? Et ce volume immergé, je l'appelle V', puisque j'appelle H' la hauteur de ce volume et H la hauteur du volume complet. Donc le volume complet, c'est V, le volume immergé, c'est V'. Bien. Alors qu'est-ce qu'on a comme force qui agissent vers le haut et vers le bas? Si cet objet flotte, et s'il est stable, ça veut dire que les deux forces se compensent, que la force vers le bas compense la force vers le haut. Ça veut donc dire que vers le bas, on a notre force de pesanteur, qui est la masse de l'objet fois G, mais la masse de l'objet, c'est le ρ de l'objet fois V. Donc vers le bas, on a une force de pesanteur qui est ρ objet GV. Et vers le haut, on a quoi? On a une force d'Archimède. On a mis un signe négatif, ça sert un peu à rien, parce que là, on s'intéresse simplement à l'intensité de cette force. La force d'Archimède, c'est ρ fluide G, mais V', parce que ici, on tient compte du volume immergé et non pas du volume total. C'est le volume immergé qui fait flotter l'objet. Ok? Magnifique. Alors maintenant, on voit que V', c'est la surface de l'objet. S, c'est la surface horizontale de l'objet fois H', la hauteur du volume immergé. Ok. Et puis, comment est-ce qu'on écrit l'équilibre des forces? L'équilibre des forces, ce sera FA égale FP. Force d'Archimède égale force de pesanteur. Bon, mais donc là, je suis en train de refaire le calcul qui est fait là en bas, comme ça on le fait ensemble. J'écris FA égale FP, équilibre des forces. Maintenant, je vais spécifier ces FA et FP avec les formules qu'on a là. FA, la force d'Archimède, c'est ρ fluide fois G fois V'. On est bien d'accord, on l'avait écrit là. Ρ fluide fois G fois V'. Et ça, on veut que ce soit égal à la force de pesanteur, c'est-à-dire ρ objet fois G fois V. Ok? Et puis si vous regardez cette équation, vous voyez que vous avez G des deux côtés, donc vous pouvez éliminer G. Alors si vous éliminez G dans l'équation, ça veut dire que le résultat ne dépend pas de G. Ça veut dire que si vous allez sur la Lune avec un bateau, en supposant qu'il y ait un lac sur la Lune, ce qui sera peut-être le cas un jour, on ne sait jamais, bien, si vous allez faire flotter votre bateau sur la Lune, la force de pesanteur est plus faible, mais la force d'Archimède est aussi plus faible parce qu'elle dépend aussi de G, parce que la force d'Archimède, finalement, c'est le liquide déplacé qui a dû aller un peu plus haut et qui a envie de revenir à sa place. Et l'envie que ce liquide a de revenir à sa place, elle est proportionnelle à l'envie que ce liquide a de redescendre. Donc elle est proportionnelle à la force de pesanteur, cette force d'Archimède. Donc maintenant, vous éliminez G, donc vous avez fait toutes vos conclusions sur la navigation sur la Lune, etc. Et il vous reste quoi? Il vous reste ρ fluide fois V' égale ρ objet fois V. Donc de ça, vous tirez immédiatement que V' sur V, vous divisez par V des deux côtés, est égal à ρ objet sur ρ fluide. Okay? Et ça, c'est la formule à laquelle vous arrivez là en bas, après un petit paragraphe qui vous explique exactement la même chose que ce que j'ai fait maintenant. Okay? Donc le niveau de flottaison d'un objet, il est déterminé
pour les objets qui flottent, évidemment, ça s'applique qu'aux objets qui flottent, ok? Donc ça s'applique qu'aux objets qui ont une masse volumique plus faible que celle de l'eau, et puis ça, c'est donné par simplement le rapport des masses volumiques. J'aimerais insister sur ce point parce que je l'ai dit un peu plus vite. V' sur V, c'est plus petit que 1, toujours. Pourquoi? Parce que V', c'est toujours plus petit que V, pas plus petit ou égal. Hein? On peut dire, enfin c'est clair, le volume immergé, il sera jamais plus grand que le volume total. Le volume immergé, il est maximum si tout l'objet est immergé. Okay? Donc V' sur V, ce sera toujours quelque chose de plus petit divisé par quelque chose de plus grand, donc ce sera toujours plus petit ou égal à 1. Et en fait, cette quantité-là, on va la voir comme un pourcentage. Ça va nous dire quel pourcentage de l'objet se trouve hors de l'eau. Alors on va immédiatement faire le calcul évident auquel vous vous attendez peut-être, c'est le calcul du niveau de flottaison d'un iceberg. Hein? Il n'est pas dans le cours, donc vous allez noter l'exercice. Ok. Un iceberg flotte. Alors quel c'est Q-U-E-L, parce que j'ai changé ce que je voulais écrire. Ça y est, j'ai pété mon rouleau. Quel pourcentage de son volume est-il sous l'eau? Okay? Vous avez entendu déjà ce qu'on dit, que les icebergs, il y a 10% de l'iceberg qui est hors de l'eau, puis le reste qui est sous l'eau. Mais maintenant, j'aimerais qu'on le calcule. Alors, comment est-ce qu'on calcule ça? On a notre iceberg qui flotte là quelque part. Ça, c'est notre iceberg. Okay? Comment est-ce que je fais le calcul? Ça, c'est V', le volume immergé, ça, c'est le volume total. Comment est-ce que je fais mon calcul? Je vais calculer V' sur V, et puis j'ai vu que V' sur V, c'était donné par ρ objet sur ρ fluide. Alors là, il faut faire un tout petit peu attention pour le ρ objet. Le ρ objet, c'est quoi? Le ρ objet, c'est de la glace. La glace, ok? Donc il va falloir qu'on cherche le ρ de la glace. C'est le truc qu'on ne connaît pas forcément par cœur. Et puis autour de l'iceberg, qu'est-ce qu'on a? On a de l'eau salée. Parce qu'en général, les icebergs, ça se trouve dans les océans. Et l'eau salée, elle a un ρ qui est de environ, on va dire, 1030 kg par mètre cube. Dans mon aquarium, je mettais 1030, 1035 à peu près. Donc ça, c'est des trucs, la manière pour tester le taux de sel dans l'eau, si vous voulez reproduire de l'eau salée dans votre aquarium, c'est de mesurer la masse volumique de l'eau. Parce que le sel fait augmenter la masse volumique, évidemment, c'est des molécules un peu plus lourdes, le chlorure de sodium, et donc ça vous fait augmenter la masse volumique. Voilà. Et puis, le ρ de la glace, le ρ de la glace, il faut le chercher. Vous pouvez me dire où je le trouve, le ρ de la glace, dans la table CRM? Vous avez une idée? Si vous deviez chercher, vous chercheriez où? Allô? Vous êtes tous morts ce matin? Le ρ de la glace, on va le chercher dans la table, dans ces fameuses pages où on a les propriétés des différentes substances. Okay. C'est toujours au centre de la table, ça dépend un peu de l'édition, mais c'est toujours vers le centre. Et si je cherche la masse volumique de la glace, la glace, c'est pas une substance. La glace, c'est un état de la matière, c'est l'état solide de l'eau. Okay. Donc, je dois chercher l'eau dans la table. Alors, l'eau, voilà, c'est ici. Okay. Et puis, si je suis la ligne, là, j'ai les deux valeurs pour la masse volumique.
j'ai la masse volumique pour l'eau solide, donc la glace, et puis j'ai la masse volumique pour l'eau liquide, donc l'eau. Excusez-moi, je ne suis pas aux masses volumiques, je me suis trompé de page. C'est écrit un peu petit, j'ai parfois de la peine à voir. Donc on va aller à la masse volumique. Voilà, maintenant je suis à la bonne page. Là j'ai masse volumique, solide, liquide. Et puis ici j'ai l'eau. Donc ça me donne deux valeurs qui sont ici. Ok ? Masse volumique de l'eau solide qui est la glace, 917 kg par mètre cube. Masse volumique de l'eau liquide non salée, 998. Nous, on va utiliser 1030 parce que c'est de l'eau salée. L'eau salée, elle n'est pas donnée là-dedans. Ben non, c'est pas une substance pure. OK? Donc, je continue mon calcul. OK? C'est l'euro objet sur l'euro fluide. L'euro objet, c'est 917 kg par mètre cube pour l'euro de la glace. Et puis, l'euro fluide, on a dit qu'on prenait 1030 parce qu'il s'agit d'eau salée. Là, vous pourriez me répondre, oui, mais monsieur, si c'est de l'eau salée, l'iceberg, il doit aussi être fait d'eau salée. Non, les icebergs ne sont pas faits d'eau salée. Les icebergs, ils se forment à partir des précipitations, sauf erreur, à partir de la banquise, et la banquise, c'est pas de l'eau salée. Je ne sais pas exactement comment ça marche, mais quand l'eau gèle, le sel n'est pas pris avec. Okay? Donc ça, c'est correct. Alors maintenant, si vous faites 917 sur 1030, combien ça va faire? 917 divisé par 1030, ça vous fait 0,89. Ah, presque exactement. Après, il y a un 0. 0,89. Quelle est l'unité de ce résultat? C'est quoi l'unité? Allô, allô? Ah, vous êtes tous partis ou quoi? Je suis en train de parler dans le vide. Ah, c'est quoi l'unité de ça? Mais non. Regarde la formule. V' sur V, ρ sur ρ. Il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité. Ça, c'est une quantité sans unité. Et donc moi, nous, on va considérer ça comme un pourcentage. 89, c'est 89%. C'est 89 sur 100. Okay? Et si je reprends tout ça et que je le résume, vous voyez que j'ai V' sur V égale 89%. Ça veut donc dire V' égale 89% fois V. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le volume immergé, c'est 89% du volume total. Et ça, c'est bien ce qu'on vous raconte en général sur les icebergs, c'est qu'à peu près 90% de l'iceberg est immergé. D'accord? OK? Donc, quand vous regardez les conditions de flottaison d'un objet, eh bien, vous avez un pourcentage de volume immergé par rapport au volume total. Évidemment, si l'objet est de forme régulière, ça vous permet de calculer la hauteur. OK? Parce que V' sur V, c'est quoi? Si vous avez un objet qui est un objet tétraédrique, machin, régulier, avec des faces verticales et tout, le volume V', ce sera la surface fois H', c'est-à-dire la hauteur immergée. Le volume V, ce sera la surface fois H, la hauteur totale. Celui qui est en train de maltraiter son micro, là. Et donc, le S, la surface de l'objet, la surface de la base de l'objet, ça s'élimine. Et vous avez donc que ça, c'est aussi égal à ρ objet sur ρ liquide. Ça, on peut peut-être l'ajouter dans le cours d'ailleurs, parce que en vous le disant, je me rends compte que c'est pas dans le cours. Hein? Donc ça, on peut l'ajouter. Si l'objet est de forme régulière, genre une planche, hein? Eh bien, si l'objet est de forme régulière, vous avez V' sur V égale SH' sur SH avec les S qui s'éliminent.
et ça c'est égal au ρ objet sur le ρ du fluide. D'accord? Alors maintenant je vais vous poser une question bête, hein, mais il en faut. Et quelle est ma question bête? Je vais vous donner 3 types de bois et je vais vous demander quelle est leur profondeur immergée. Ok? Donc je vais prendre des planches. Ouais, je vais prendre des gros morceaux de bois. Ok? Je vais prendre des planches qui font 20 cm de haut. Ok? La planche numéro 1, elle est faite en bois de sapin. Alors on suppose que c'est du bois de sapin sec. Ok? Parce que le bois, le problème, c'est toujours vous avez le bois sec et le bois mouillé. Puis le bois mouillé, ça flotte beaucoup moins bien que le bois sec. Donc on va prendre du sapin sec avec un ρ à 600 kg par mètre cube. La deuxième planche, même dimension, on va la faire en chêne. Alors le chêne, je ne sais plus, on va dire 700 kg par mètre cube. Et puis le troisième bois, ce sera un bois exotique, je ne sais pas lequel parce que je ne m'y connais pas suffisamment en bois exotique, mais il y a certains bois qui sont plus lourds. Et on va dire que ce bois-là, il est à 950 kg par mètre cube. Ok? À quelle hauteur est-ce qu'elles vont flotter ces planches? Comment est-ce qu'elles vont se retrouver dans l'eau? C'est-à-dire, quelle sera la hauteur immergée de la planche par rapport à la hauteur totale? C'est pas très compliqué à calculer. Parce que dans le cas du sapin, H' sur H, ce sera 600 sur 1000. Je prends 1000 maintenant pour le ρ de l'eau. 600 sur 1000, ça fait 0,6. Ça fait 60%. Là, vous avez 60% de la planche qui est immergée. Ok? Donc, dans ce cas-là, votre planche, elle sera comme ça, avec un volume immergé qui est 60% du volume total. Comme ça. Ok? Dans le deuxième cas, ça va vous faire 700 sur 1000. Donc, cette planche-là, elle sera un poil plus immergée que la planche précédente. Et puis, celle-ci, eh bien, c'est une planche où on n'aura que 5% du volume qui est émergé, 95% du volume étant immergé, parce que 950 sur 1000, ça fait 95%. D'accord? Donc, si vous voulez bien flotter, choisissez un bois qui a une masse volumique faible. Et puis, alors, l'idéal, évidemment, c'est si vous prenez du Sagex. Je ne sais pas quelle est la masse volumique du Sagex, on va dire, je ne sais pas, 50 kg par mètre cube. Eh bien, si vous prenez une planche de Sagex et vous la posez sur l'eau, il va y avoir une toute petite partie du volume qui est immergée, puis le reste va être dehors. Et si vous voulez faire un radeau avec ça pour vous mettre dessus, vous avez bien évidemment intérêt à prendre cette planche-là qu'à prendre une des autres planches. Ne prenez surtout pas celle-là, parce que celle-là, dès que vous mettiez un pied dessus, c'est fini, elle coule. D'accord? Vous êtes tranquille ce matin. Alors que moi, je vous enseigne, c'est quand même important, si un jour vous vous trouvez sur une île déserte, avec ce que je vous ai raconté ce matin, vous pouvez vous construire un radeau et sauver vos vies. Donc c'est important ce que je vous raconte. Ah, je rigole. Alors voilà, je vais en rester là, c'est l'heure. La semaine prochaine, on va faire tous ces exercices et vous verrez qu'ils sont assez amusants. Donc on va faire uniquement de la pratique la semaine prochaine. Il y a notamment ces exercices-là, regardez-les un peu. Ok, sur la figure suivante, les deux objets sont en aluminium, le système est à l'équilibre, et puis d'un côté on plonge dans l'alcool, de l'autre côté on plonge dans l'eau. Dans quel sens ça va? C'est pas tout à fait évident. Il faut y réfléchir. Mais tous ces exercices, ils sont amusants. Et ils sont relativement peu calculatoires. Alors moi, je vous propose pour la semaine prochaine d'en faire autant que vous voulez.
Et puis, vous venez en classe et puis on les corrige ensemble et on discute de tout ça. Et ce sera le dernier cours. Et j'ai terminé le programme, donc je suis extrêmement content. OK? Ça marche? Bon, vous avez pas été très vigousse ce matin, mais moi non plus. J'avais un peu des problèmes, j'étais pas réveillé. Mais bon, ça a été quoi. OK? Voilà. Alors, bonne matinée et puis à la semaine prochaine. Oui, 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 Cyrielle, dis-moi. Ouais, dis-moi. Au revoir. Ah non, 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 vous revenez pas, c'est fini. Non, non, c'est fini. Non, la semaine, à la fin de la semaine prochaine, ton année scolaire est terminée. Après, la, f- mais tu as pas reçu une lettre du directeur, hein? Non, tu as dû recevoir. Je sais pas si c'est une lettre. Moi, j'ai reçu copie de cette lettre, hein, euh, de la part du secrétariat. Voilà. Voilà, donc ça t'explique que l'année scolaire se termine officiellement le 26 juin. Ça veut dire que jusqu'au 26, t'es pas censé partir en vacances parce que il se peut que ton maître de groupe, que ton doyen, bon, peut-être pas toi parce que t'as pas de souci pour passer ton année, mais il se peut que il y ait des gens de l'école qui aient besoin de te convoquer, etc. Donc tu es tenu à être là jusqu'au 26 juin, mais les cours s'arrêtent à la fin de la semaine prochaine et il n'y a pas d'examen, donc c'est fini. Hmm. Voilà, ben ouais. Le 27. Mais écoute, moi j'ai vu cet email du directeur. Ah bah voilà, oui c'est ça, c'est ça. Voilà, donc lis ça et ça te donnera toutes les informations. C'est en gros ce que je t'ai dit, quoi. Ok? Ok, ciao, ciao, bonne journée. Salut.